Euh, mais ouais, tu veux parler de DeVale, Félix, lance-toi, là, t'aimes tellement DeVale, tu le flattes avec ta joue. C'est tellement un bon jeu, Dave. C'est tellement un bon jeu. Il est Euh, excellent. Il est excellent. Devale est pas le premier jeu qui m'a fait connaître Powered by the Apocalypse, mais étonnamment, il a été écrit par le frère de l'auteur qui m'a fait connaître les Powered by the Apocalypse à travers le jeu World in Peril. Et on parle d'un jeu qui est bon écrit par un Canadien, un Albertain, là, si ma mémoire est bonne, du nom. En plus, je mêle tout le temps les deux frères, là, fait que je prendrai pas de chance. On va rendre à César ce qui est à César. Excellent. Donc, Fraser Simons. Donc, Devil est un jeu de cyberpunk, de jeu de rôle cyberpunk. Puis là où il a su toucher mon cœur à la bonne place, et que non seulement dans la façon de créer les interactions entre les joueurs, il arrive avec des choses vraiment intéressantes, mais c'est le jeu qui m'a appris c'est quoi le cyberpunk. Parce que quand on dit cyberpunk maintenant, la première chose qui nous vient en tête, là, c'est des chicks avec des chicks ninja avec des katanas dans des ambiances néons, puis des implants, puis des choses comme ça. Alors que ça n'a pas rapport. C'est pas ça du cyberpunk. Ça peut en faire partie. Ben, en Mais fait, c'est l'esthétisme d'œuvres cyberpunk qui ont marqué exact. l'imaginaire. Mais Puis encore là, on pourrait dire de l'esthétisme d'œuvres post-cyberpunk dans d'autres cas, mais continue. puis, mais c'est pas des choses le, qui définissent vraiment qu'est-ce que c'est le cyberpunk. Puis ce jeu-là prend le temps de parler de qu'est-ce que c'est le cyberpunk en tant que genre littéraire, de bien présenter c'est quoi les œuvres classiques du genre, puis de construire, en fait, ça c'est un truc qui m'a fait vraiment triper. Chaque playbook du jeu est designé. En fait, je suis vraiment un monstre. Moi, je suis vraiment un monstre parce que là, je vous avais préparé là, un beau slideshow encore. Puis, je suis en train de passer à côté. Fait que de Je veille. voulais pas te couper, Félix. Je me Ah disais, non, demander, il va mais mettre ses images. t'as bien fait. Wow, wow, wow. C'est moi qui décide quand ça change. Bon. Ça a l'air sous contrôle. Donc, Ça n'a pas planté le stream cette fois-là. Félicitations. yes, on s'améliore. Mhm. Donc, ouais, là, j'ai comme perdu le fil un peu là, avec mon histoire de changement de scène. Euh, Ça t'a appris c'était quoi le ouais, cyberpunk. exactement. Chaque playbook est designé pour. Pour être, dans le fond, un archétype typique d'œuvre cyberpunk. Ça peut aller de Major dans Ghost in the Shell, en passant par des personnages comme Deckard dans Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques. Ça passe par d'autres tropes classiques, un peu comme Neo dans la Matrice, à un certain point. On le reconnaît beaucoup à travers un playbook en particulier. L'architecte. Exact. L'idée de celui qui n'a pas d'implant qui rejette un peu la technologie aussi. Euh, donc, juste les lire, puis comprendre, puis c'est quoi la philosophie derrière des personnages comme ça, avec en plus, dans la section DM, vraiment comme un petit concentré de la recherche qui a été faite là-dessus. Euh, Ça m'a vraiment permis de comprendre c'est quoi, puis de mener, de dire, bon, mais quand je vais faire du cyberpunk, ben, il y a comme tout ce garbage-là là, que je peux juste comme pousser au loin, puis ça va être du cyberpunk classique. On va aller vraiment dans le vif du sujet, dans le vif du genre, puis vraiment là, le Mhm. savourer. Ah oui, puis au niveau, on va dire, supra-genre, là, de Veil, tu sais, souvent on va associer le cyberpunk à des choses très action. Il y a moyen de faire de l'action dans The Veil, mais je pense que c'est avant tout un jeu d'intrigue, un jeu d'exploration de personnages, puis un jeu de questionnement sur la technologie et l'éthique. C'est c'est un jeu où il faut se poser des questions, on va dire éthique, puis tu veux. Tu fais pas juste courir puis tuer des monstres, là. C'est pas ce genre de jeu-là. Non, effectivement. Là, d'ailleurs, ben, comme vous pouvez le voir là, dans les images qui défilent,
On a, dans les premières Des pages néons. du livre, on avait vraiment une page, par exemple, qui explique qu'est-ce que c'est un move, en général. Comment est-ce qu'on fait un move, avec un petit exemple qui a été écrit, comme ça. On a l'exemple aussi d'un move. Quand on disait que des moves peuvent partir dans des directions funky, on a ici là, le move Link, qui est un move que n'importe qui peut faire et qui fait en sorte que 2 de tes sessions de jeu sur tes 10 vont tourner autour de quelque chose que tu n'avais jamais pensé qu'il pourrait arriver. Ah oui, puis en fait, c'est pire que ça. Ils disent, pour peupler le monde, là, quand on parlait des éléments de world building de groupe, officiellement, dans une première session de Veil, tous les joueurs sont obligés. Là, tu demandes en tant que maître de jeu, tu peux dire non, on s'en fout. Là. Mais tu sais, c'est fortement suggéré, puis officiellement, c'est une règle de la première session. Pas la session 0, mais vraiment la première session. Tous les joueurs doivent faire le move link une fois, puis dire je connais quelqu'un et créer un personnage non-joueur. Puis le maître de jeu, il faut qu'il s'arrange avec ce personnage non-joueur-là dans la fiction. Non, exact. Parce que en tant que maître de jeu, je peux dire, par exemple, vous, ça vous prendrait probablement du plutonium enrichi pour faire ce genre de choses-là. Puis là, ben, de Dave de dire, j'en connais un, moi, un ingénieur qui fait du plutonium enrichi, je vais faire le move Link. Puis peu importe ce que le jet va donner, à la fin, il va y avoir un ingénieur qui fait de l'uranium enrichi ou du plutonium, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il va en avoir un. Mais est-ce que Dave va être en bonne relation avec lui? Est-ce qu'il va lui devoir de l'argent? Est-ce qu'il lui a volé sa femme? Ben, on va juste le savoir une fois que les dés vont avoir été roulés. Puis dans la partie qu'on avait jouée, ben, ça a donné lieu à... on aurait besoin de quelqu'un qui pourrait faire comme une enquête. Donc, on va dire que je connais un enquêteur qui s'appelle Gene Monterey, là, whatever. Puis, voilà, là, je le connais. Puis, pour que finalement, ce personnage-là devienne tellement important dans la game, où est-ce que pendant un bout de temps, c'était comme, ben là, dans le fond, ta femme a été avec lui, mais elle, c'était comme une liaison qui cachait à sa femme, à lui. Puis là, ben, dans le fond, Oui, c'est écoute. peut-être un robot, mais on le sait pas. Mais on veut donc le savoir. Est-ce qu'il range de façon, genre, cartésienne ses outils de jardinage? Pourquoi il est obsédé par le jardinage? Puis moi, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, c'était magique. Où un joueur a juste dit je connais un détective privé. Puis là, genre, 5 parties plus tard, c'est ça. C'était comme l'ex qui avait jamais quitté sa femme pour la femme de l'autre personnage. Puis là, mon personnage, le robot, avait une espèce de relation, genre, enfant-père avec Gene Monterey. Là, puis il faisait genre de la pêche ensemble. C'était n'importe quoi. Là. Puis C'est tout genre ça, devenu c'est genre devenu le personnage comme récurrent qui était comme relié à tout le monde. Là. puis que tout le monde voulait revoir apparaître, on dirait aussi à un certain point. Tout le monde veut savoir, c'est quoi son jam à Gene? Puis moi, de mon côté, en tant que maître de jeu, j'étais comme, ben, ok, cool. Un moment donné, j'ai des idées, là. Quand j'aurai une petite porte qui va s'ouvrir, là, je vais me glisser dedans, puis on va voir ce qu'on fait avec ça. Fait que c'est d'ailleurs, entre autres, pourquoi il faut pas trop se préparer avant une game d'un jeu Powered by the Apocalypse, généralement, parce que trop se préparer, c'est se condamner à pitcher ses affaires au vidange. Puis, là, hein, je nous ai trouvé des petites images là, qui représentent là, certains des playbooks jouables. On a l'apparatus ici, qui est l'idée de la machine intelligente. Puis la machine qui essaie de comprendre l'humanité aussi. Qui essaie de se situer à travers cet étrange monde d'êtres humains. Oui, puis moi, je l'ai joué, je pense, dans, on va dire, une inspiration très iRobot. Mais j'aimerais tellement ça faire quelque chose inspiré de Robocop. Puis j'aimerais ça faire un apparatus, on va dire, naïf et heureux, inspiré de Johnny 5 dans Cœur Circuit. Il y a tellement de choses. Ou jouer une voiture, puis être K2000. Ben,
c'est ça qui est fou parce que quand on disait que des fois les playbooks sont des sujets pointus, techniquement, l'apparatus, c'est la machine intelligente qui essaie de comprendre sa place à travers les êtres humains. C'est ça que tu joues. Mais est-ce que tu Mhm. vas être. euh, est-ce que tu vas être Kit dans K2000? Est-ce que tu vas être une version robot de Archie? Est-ce que tu vas être I don't know? Tout Ben, ça, tout ça est une possibilité, puis les joueurs ont ce pouvoir d'interprétation-là. ouais, Euh, non, fait que même si c'est pointu, à un moment donné, tout comme. Tu as comme un squelette qui est donné, mais toute la viande que tu mets par-dessus le squelette, tu as beaucoup, beaucoup de contrôle. Puis avoir un bon squelette plaisant, c'est un bon moyen d'être inspiré. hein, on en a parlé un Puis, petit peu plus tôt, on va le revoir ensuite plus tard. On a l'architecte. Dans The Veil, il y a un mhm, aspect du setting, du setting. C'est probablement le seul aspect de setting parce qu'il n'y a pas vraiment de setting dans The Veil. Euh, il, Devait amène la prémisse que tout le monde a maintenant une espèce de microchip dans la tête. Là. Puis on vit tous à travers une couche de réalité augmentée. augmenter. Et on, on y est tellement habitué que on ne fait plus vraiment de distinction entre qu'est-ce qui fait partie du veil puis qu'est-ce qui fait pas partie du veil. L'origine du veil est mystérieuse. On sait comme pas trop exactement qui est derrière ça, qui le contrôle. Est-ce qu'il y a une intention derrière le veil? Mais c'est là. Puis, dans le Mhm, fond, l'architecte est vraiment un des playbooks qui joue le plus avec cette dimension-là. Ou est-ce que c'est celui qui est capable, à travers un implant un peu zarbi, de pouvoir modifier le veil, un peu comme Neo qui modifie les choses, la réalité dans la matrice. Puis, mhm. Euh, quand on. Vas-y, David. ah, ben j'allais dire, beaucoup aussi inspiré de, voyons, Inception, Mhm. où tu peux aussi l'interpréter comme il visite des endroits qui sont des réalités virtuelles, mais vu que tout le monde a une puce électronique dans la tête, de dire tu rentres dans la tête des gens, puis là tu commences à avoir des aventures dans leur subconscient, ça se fait facilement avec l'architecte. Puis évidemment, l'architecte dans cet univers-là, il peut amener ses amis, mais là, lui, il a des super pouvoirs, puis là, les autres, il faut comme qu'ils suivent, peut-être. Fait que là, on peut avoir une dimension Freddy Krueger, là, un peu des fois, même, si vous voulez. Là. Ouais, puis quand on parle de comment les choses peuvent déraper, l'architecte en est un bon exemple parce que l'architecte, bien qu'il puisse modifier le veil comme il veut pour changer son apparence, créer des sensations, etc., etc., euh, il y a le petit défaut que son subconscient, en bon français, saigne dans le veil. Et Hmm. lorsqu'il fait des modifications dans le veil autour de lui, ben, son subconscient tend à se manifester un peu à travers ces choses-là. Et ça peut des fois ouvrir la porte à des choses un peu bizarres. C'est un joueur qui décide d'arriver avec un background qui est lourd, qui est impliqué par, mettons, de tuer quelqu'un pour pouvoir s'échapper de quelque part, puis accepter de se faire implanter cette affaire-là dans la tête pour dire qu'il y a assez d'argent, puis partir. Ben, c'est sous-entendu que quand il va dire ah, je vais changer mon apparence pour quelqu'un d'autre, comme ça ils ne me reconnaîtront pas quand je vais passer, ben ça se peut que quand il va passer devant un miroir, il va se rendre compte que l'apparence qu'il a prise, c'est en fait celle de la personne que tu es. Puis le jeu invite à explorer un peu ce genre de choses-là. Évidemment, comme on disait, on saisit la table pour évidemment pas y aller avec les choses plus lourdes que ce qu'elles ont besoin d'être. Mais ça peut être un bon exemple de comment, dans un Powered by the Apocalypse, avant même que le DM puisse faire wow, 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 ben, les choses peuvent des fois partir dans des directions un peu olé olé. Mhm. Je nous en ai mis un autre de côté que j'aime beaucoup, Mhm. qui est le Dying. Le playbook du Oui. Dying joue sur une trope qui est celle euh, qui est à la fois d'une dégénérescence, mais d'une montée en puissance en même temps. Euh, si je pourrais vous donner un exemple de personnage classique dans cette veine-là, je vous dirais Tetsuo dans Akira est vraiment un peu, je pense, un des premiers personnages qui me vient en tête.
où on a vraiment un personnage qui vraiment est dans une dégénérescence. Les choses vont juste en empirant pour lui, mais en même temps, il connaît une montée en puissance phénoménale qui est qui est vraiment en lien avec sa perte. Donc, Euh, oui, c'est quoi le film avec Scarlett Johansson que j'oublie le nom? C'est pas genre. C'est le prénom d'une femme. Lucy. Lucy, ouais, j'ai l'impression que c'est inspiré de choses comme Lucy, puis des mêmes origines un peu, où, tu sais, Lucy, tu sais, elle devient super intelligente, puis demander elle peut comme faire des super pouvoirs, mais son destin, c'est de disparaître puis d'arrêter d'exister. Ben, Ou je n'ai pas vu le film, honnêtement. Là, fait que peut-être que je l'ai patate. en fait, ça, je ne l'ai pas vu moi non plus, mais le playbook du Dying amène vraiment l'idée d'une dégénérescence. C'est écrit noir sur blanc, tu joues un personnage qui est atteint d'une maladie X. En tant que joueur, c'est le fun parce que tu décides de c'est quoi cette maladie-là, puis tu décides comment elle infecte les gens, comment c'est, comment ça. Puis maintenant, pouf, elle est dans l'univers. Ouais. Mais tu es affecté par cette maladie-là et tu ne guériras jamais. Elle va juste Non, ben, empirer, mais à travers cette maladie-là qui va empirer, il y a un effet secondaire, genre incroyable, hulkisant, qui se manifeste, puis qui fait en sorte que même si ton personnage va, va de moins en moins bien dans sa santé, ben il y a quand même quelque chose de weird et de puissant qui s'en émane en même temps. c'est une dégénérescence que je te dirais, là, qui, souvent, c'est le côté humain qui se dégénère, où tu peux tranquillement devenir une machine, tranquillement devenir de l'énergie pure, mais tu sais, très clairement, tu perds ton humanité. Tu sais, je pense que la mouche, ça se peut-tu que la mouche l'ait influencé un peu? Écoute, je vais regarder Par rapidement la dans le bande, livre mettons. s'il mentionne des sources d'inspiration pour. Parce qu'il y a vraiment un point vraiment important du dying qui est vraiment comme la mort du personnage, là, sa finalité, qui est inévitable, puis il y a peut-être quelque chose de plus grand que lui qui peut être rattaché à ça. Ben, par rapport à comment il va pouvoir laisser une marque malgré tout ça. Mais il faudrait que je fasse une petite recherche, puis c'est peut-être même quelque chose que je pourrais mettre là, qu'on pourrait mettre sur le Patreon éventuellement si je le retrouve. Mais il me semble bien avoir trouvé, il n'y a pas si longtemps, un document qui parlait un peu là, de chaque inspiration pour chaque playbook. Oh. Ça nous permettra de pouvoir peut-être déterminer un peu la question. Oui, mais en même temps, c'est laissé vague, où justement, tu peux décider un peu ce que ça veut dire, ou tu peux mourir, ou moi, ce que j'avais vu dans ma partie, c'est le joueur qui disait, ben, il y a des nanomachines qui me désagrègent, puis la trace que je laisse dans le monde, c'est que je donne naissance à un robot sentient. Puis là, le joueur avait dit, mon personnage, on l'oublie, puis là, je joue un apparatus qui a plus ou moins les mémoires de l'ancien personnage. Je te prends un exemple. Ça avait été très cool. Ça avait été très cool, puis j'avais pas eu l'impression d'avoir contredit le playbook. On n'avait pas l'impression, tu sais, que on avait comme dénaturé le concept. J'espère juste qu'il l'a fait en utilisant son avancement. Ah bon, je m'en souviens plus exactement, mais je sais qu'on avait roulé les dés. J'ai demandé les dés pour que quand il meurt, ça ne relait pas assez vite, puis on a dit, ouais, c'est logique que la prochaine partie, ce soit la dernière de ce personnage-là. Ah ouais, parce que quand tu arrives comme niveau 5, c'est là que tu as la possibilité généralement de changer de playbook. Ouais, Euh, mais il n'y a rien qui t'empêche de. Mais il n'y avait pas le même personnage. ouais, mais quand tu C'est, changes de c'est... playbook, tu changes de personnage. Tu peux pas. Non, pas nécessairement. Ben, pas nécessairement, mais tu peux. Il peut changer Bon, d'identité, il oui, peut mais changer de type. tu peux Mais changer de personnage parce que tu veux changer de personnage aussi. néanmoins. En tout cas, Néanmoins. néanmoins, tu nous montres un playbook Ouais. avec des carrés. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voici un petit exemple de playbook. Où est-ce on voit, beaucoup des jeux Apocalypse vont fonctionner vraiment comme ça. Donc, on a une place pour le nom, une petite place pour définir un peu c'est quoi le look de son personnage, c'est quoi un peu son jam. Dans ce qui est intéressant, puis ça, je vais avoir un bel outil à l'appui tantôt à vous montrer. Dans The Veil, c'est que les personnages ne sont pas définis par des caractéristiques comme force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Ils sont définis par leur spectre émotionnel.
Mhm. Ça, c'est Et, pas commun au Powered by the Apocalypse. C'est vraiment De Veil qui fait ouais, ça, by the way. et un peu de la capacité des personnages de pouvoir être, on va dire, efficaces lorsqu'ils sont à travers certaines dimensions émotionnelles versus d'autres dans lesquelles ils sont juste moins bons. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que quand un joueur commet une action, le joueur n'a pas le choix d'empathiser un peu avec son personnage, de dire, ben là, dans quel état mon personnage est au moment où est-ce que il dit, ok, c'est correct, je vais appeler Gene Monterey. Euh, est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il se sent powerful parce que c'est un gars qui est plein de contacts, puis ci, puis ça? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est comme en paix parce qu'il se dit c'est une présence rassurante? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien. Oui, L'avancement dans. mais Oui. ce système-là a quelques particularités où souvent le monde va dire ouais, mais là, mon personnage, je vais tout le temps le jouer, mettons que tu joues Jackie Chan, dans 10 années dans le Bronx. Très clairement, quand il a peur, c'est bien ça le nom du film, je suis pas n'importe. Oui, Zizanie dans le Bronx. Très clairement, les personnages de Jackie Chan, souvent, sont vraiment forts quand ils ont peur. Oui. Il est vraiment gauche, mais quand ça va mal, il s'en sort. Là. Fait que là, il y a un système que si tu as roulé 5 fois sans aller dans l'émotion opposée, ben là, tu as comme un système pour t'empêcher, on va dire, de Mais tricher puis de power de, gamer à ce de niveau-là. tout le temps cheeser Mais, ton émotion forte. cheeser ton émotion forte. Mais euh, ça implique aussi que tous les personnages, à part s'ils ont quelque chose dans leur playbook qui le dit, tous les personnages ont toutes les capacités. Dans le sens où n'importe qui peut être le hacker à n'importe quel moment en disant je fais un jet de hacking en utilisant ma colère. Puis ça, dans un contexte de certains JDR, de certains joueurs, c'est vraiment bizarre. Parce qu'il faut que naturellement tu dises c'est pas logique que ce soit mon personnage qui fait ça, c'est logique que ce soit lui. Puis techniquement, tout le monde peut tout faire. Parce qu'il n'y a pas de. C'est vraiment comme une donné, l'idée, là, ils appellent ça de la protection de niche ou de la niche protection en anglais, là, où tu dis, ben là, tu sais, le guerrier donne des coups d'épée, puis le magicien fait de la magie, puis il lit des hiéroglyphes. Ben là, tout le monde peut lire des hiéroglyphes. C'est aux joueurs de dire, non, 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 tout le monde peut le faire, là, mais c'est le personnage à Félix qui va le faire tout le temps, parce que c'est lui qui joue l'archéologue. Puis ça dépend des joueurs. Puis autant j'ai peut-être été chanceux avec les joueurs que j'ai joués, mais c'est quelque chose que j'ai jamais eu besoin d'expliquer, puis besoin de contrôler, puis que c'est toujours bien fait. Ben, dans The Veil, la narrative souvent met tellement les choses en place que ça devient comme juste logique parce que si on reprend le principe de dire ah, je vais aller dans la matrice pour aller checker s'il y a je sais pas moi, des logiciels espions ou quelque chose comme ça. Ben, ou des Thanato-logiciels. J'aime ça. Non, non, pas les Thanatos logiciels. Ben, tu Des fois, sais, ils trouvent tes proches, puis tu dis, ah, on dirait qu'il est encore vivant, ils l'ont bien réussi. fait que, tu sais, des fois, on va être le groupe ensemble, puis tu sais, ça va juste être logique que ce soit ce personnage-là qui le fasse, parce que dans un contexte de fiction, si on écoutait un film, ce serait vraiment lui qui le ferait. Fait qu'on se posera juste pas de questions, mais si on est dans une scène où ce personnage-là n'est pas là pour X raison, ben ça veut pas dire que personne ne pourra rien faire. Mm. Fait que ça, c'est plutôt bien. Aussi, chose qui est vraiment intéressante, The Veil utilise un système d'avancement qui ne fonctionne pas en point d'expérience. Puis, ben, Mhm. oui, en point d'expérience, mais pas nécessairement en termes de quantité de monstres tués, mais bien en termes d'affronter ses croyances. Oui, oui, et ça c'est cool. Ça c'est tellement cool. Là. Chaque personnage a un ensemble de croyances qui sont déterminées à la création de personnages et qui peuvent être changées là, au fil des parties. Et lorsque un personnage se confronte à ses croyances, ben, c'est là qu'il va gagner des points d'expérience. Si jamais, par exemple, ben là, il se met dans le trouble à cause de ses croyances, ben là, il va gagner plus de points d'expérience. Puis si jamais le dernier point, c'est pas tant qu'il est en paix avec ses croyances, là, mais que il,
est résolu. Je Ouais, pense que le c'est ça. terme, c'est resolve, c'est résolu. Là, Ouais. Quand il y a une certaine de résolution à travers ses croyances, ben là, il touche le jackpot, mais il va devoir s'en choisir une autre. Mais ouais, souvent, puis tu qui sais, va être ultimement, ça une. sous-entend que c'est plus une croyance qui va être importante pour la fiction. On a exploré ce que ça voulait dire, on a exploré les doutes et les certitudes de ce personnage-là par rapport à ça. C'est fini. Puis des Puis ce fois, qui en est fait. vraiment cool, c'est que ça peut être des. Bon, vas-y. Oui, c'est que ça peut être vraiment, on va dire, vague. Là. Tu sais, une croyance, ça pourrait être comme tous les humains méritent le pardon. Là, évidemment, ça communique. Tu sais. Toi, quand tu écris ça, tu le sais que tu dis au maître de jeu, trouve-moi des exemples d'humains qui ne le méritent pas. T'sais. Ultimement, il y a une espèce de contrat qui est moi, je vais écrire des choses. Là. Puis en tant que maître de jeu, ta job, c'est de me faire croire autre chose. Puis moi, ma job, c'est de continuer que mon personnage y croit jusqu'à temps que j'ai pas le choix de le changer. De prendre Puis tu position. peux aussi prendre position, c'est ça. Puis tu peux le faire aussi sur le personnage de quelqu'un d'autre. Oui. Puis là, dire moi, je pense que le personnage de Félix, là, c'est un leader né qui va jamais nous mettre dans le trouble. Puis là, un jour, le personnage de Félix, ça se peut qu'il profite de ton personnage, puis de la confiance qu'il a mis en son personnage à lui. Puis là, les joueurs se regardent puis disent ah, toi, t'es en train de jouer avec mon belief, puis t'es en train de faire un coup. Ton personnage fait un coup chien à mon personnage. Parce que tu sais que c'est ça que je voulais, parce que c'est mon belief. Puis là, nos personnages vont s'engueuler, puis on va tous les deux gagner des points d'XP. Team play. Team play. Puis, fait vraiment, vraiment un concept super cool qu'on modifie un petit peu dans Cascade, qui est l'expansion du jeu. Mais encore là, avec une twist qui est quand même vraiment intéressante aussi, puis vraiment le fun. Ça serait pas plus une suite au jeu? Non? Ça peut, mais c'est pas obligé. Okay. Le focus narratif est vraiment à une place différente. Que eux t'invitent à utiliser, mais ils disent clairement si vous voulez comme continuer dans la mentalité de DeVale, allez-y, gardez les beliefs au lieu des memories. Parce que Cascade joue beaucoup sur l'idée de la mémoire. Puis quand on vous disait là, que sur un playbook, généralement, il y a toutes les informations nécessaires pour jouer, ben ça ressemble pas mal à ce qu'on retrouve sur, par exemple, la deuxième page d'un playbook. Donc, on a le résumé de tous les moves accessibles à son personnage, ceux qui pourront être débloqués à travers l'avancement. Donc, les moves spécifiques, pas les moves globaux. Donc ça, c'est vraiment, ultimement, c'est les pouvoirs magiques de l'architecte, j'imagine. Je l'ai en tout petit dans mon cellulaire. Ouais, exact. C'est pas mal là, ses moves à lui. En plus, là, bon, ben, c'est quoi ton gear, c'est quoi les autres moves que tu peux débloquer. C'est quoi aussi les choix à la création du personnage que tu fais qui vont impacter l'univers. Qui est une autre dimension importante. Puis généralement, la troisième feuille, ben, ça va être comme le récapitulatif des moves accessibles à tout le monde. Et attention, hein, je le souligne, pas de case portrait. Ça dépend des Powered by the Apocalypse, mais DeVale n'a pas de case portrait. Mais de toute façon, tu peux juste t'acheter un nouveau visage dans le Veil. Oui, effectivement. Puis, on a aussi, j'ai voulu mettre ça ici un petit peu, qui est vraiment un bel outil. Quand je parle du fait que les jeux Apocalypse donnent à leur DM les outils pour bien comprendre le jeu, puis bien interagir avec le jeu. Dans les mains sorties, les handouts proposés par le jeu, on a les références rapides là, pour le maître de jeu qui sont là pour juste se rappeler bon, ben, quand est-ce que c'est le temps de déclarer un move, quand est-ce que c'est le temps de. Ben c'est ça, quand est-ce que c'est le temps de déclarer un move, quand est-ce que c'est le temps de faire ça, c'est quoi un peu les principes importants du jeu de rôle auquel on joue. D'avoir tout ça, là, tout rassemblé à la même place. En plus, bon, la petite section notes, parce que prendre des notes, c'est important dans ce jeu-là. Étant donné que ça peut aller dans plein de directions surprenantes. Fait que des fois, là, se rappeler un petit peu ce qu'il y en a, c'est quand même bien. Et je pense, une des belles additions. Et la roue des émotions qu'ils ont ajouté pour aider un peu les joueurs à
vraiment mettre le doigt sur comment leurs personnages se sentent. Mhm. C'est quasiment un outil de thérapie, Dave. Ben, en fait, il y en a plein de versions de ces roues-là. Là. J'ai oublié c'est qui les a créés au départ. Là. Puis, tu sais, quand j'en trouve sur Internet, c'est jamais clair comme si c'est quelqu'un qui essaie de définir les émotions pour, on va dire, l'exercice académique de le faire, ou si c'est dans le but d'aider quelqu'un en thérapie à mieux parler de ses émotions. Là, très clairement, cela a été modifié pour les 6 émotions de Veil. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant à regarder. Là tu te dis, ouais, selon selon le designer de Veil, ben, quand tu es fâché, ben, tu peux être jaloux. Puis la jalousie, c'est une forme de colère qui se rapproche de la tristesse. Puis là, tu fais un RPG, mais en même temps, tu dis, hey, la jalousie qui est proche de la tristesse, mais qui est de la colère, c'est pas faux. C'est pas faux. Puis tu peux vraiment aller chercher, on va dire, comme une philosophie de vie là-dedans. T'sais, soyez prudent, c'est pas Ouais, ouais, ouais. c'est pas votre thérapeute à vous qui a écrit ça. Là. Un moment donné, Faut en prendre par faut faire essai. attention. Là. Mais il y a des trucs à apprendre là-dedans. Je pense que se poser la question sur c'est quoi cette émotion-là, puis se dire pourquoi quelqu'un aurait mis jaloux proche de la tristesse, là, t'es comme, ça a du sens. Alors que, ou la colère, qui se rapproche de la peur, t'as le scepticisme. Oui, ça marche, c'est quelque... ça a du sens. Être Je suis confronté pas dans ses autant croyances, d'accord que. ouais. Je suis pas aussi d'accord que la jalousie, mais je comprends pourquoi c'est là. Puis, fait que vraiment, The Veil est un jeu de rôle que j'ai vu faire des choses à table que aucun autre jeu de rôle a jamais. Et en fait, que beaucoup de jeux de rôle m'ont promis qu'il allait se produire, puis que ça allait donc être merveilleux, puis ça allait donc être magique, mais que j'avais jamais vu. Et que malheureusement, souvent, c'était un odieux mensonge. Euh, Ce jeu-là, le poule bien. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé Dave quand j'ai eu la chance de faire je pense qu'on peut appeler ça une mini-campagne avec vous de Veil. Il y a eu 10 sessions. Je pense qu'on peut appeler ça une mini-campagne. Ben, c'est une partie de Veil complète. Là. Je Ouais. pense pas qu'une campagne. Je pense pas que De Veil, c'est supposé durer 50 sessions Ouais, puis, ben pendant 5 j'utilise ans. le terme campagne juste pour dire comme 10 plus sessions. Euh, En dessous de ça, c'est aventure longue. Mais euh, j'ai été content de voir moi-même les résultats que ça créait autour de la table, mais de voir aussi entre vous, les joueurs, de réaliser genre que hein, il se passe des choses que il s'est jamais passé dans d'autres jeux de rôle. Hey, on vient de déclencher une scène où est-ce qu'il y a juste toi puis moi, puis on se parle dans le blanc des yeux, là, puis clairement, là, ça va pas en s'améliorant. Là. Puis les autres joueurs sont pas en train de pitonner sur leur iPhone parce qu'ils sont pas là. Ils sont en train de regarder puis ils sont comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Puis de moi d'être comme Hey! ah oui, oui, c'est toutes mes idées, ça. Allez-y, continuez. Mais Hey, non. puis c'est vraiment incroyable. En fait, j'ai pas d'autre façon de le dire. Là. Puis ce qui est à la fois J'adore ce jeu-là. Il y a des défauts, mais on c'est les sûr. oublie tellement vite. Là. C'est sûr que c'est comme n'importe quoi, c'est pas 100% parfait, mais c'est tellement un beau produit qui te fait apprendre, qui te fait découvrir des choses, qui te permet d'explorer des histoires vraiment là, de euh, cyberpunk, là, mais vraiment comme vous décidez en tant que groupe d'explorer. Puis, oh, on a un arrivé tardif, Sylvain. Hey, bonjour Sylvain. Sylvain, Et, merci euh, d'être là. et vraiment, vraiment, ce qui est autant plus choquant, je pense, le premier jeu de rôle de son auteur. Puis Euh, des fois, comme je disais, il y a des petites gaffes. C'est comme, ouais, ça aurait pu être mieux expliqué. C'est un premier jeu de rôle d'un génie, je vais dire. Là. Fait que, tu sais, il y a des erreurs, mais maudit qu'il y a du génie dedans. oui, puis j'ai eu la chance de lire Cascade, qui est encore là, d'un point de vue, si vous aimez le genre cyberpunk, que vous voulez apprendre plus dessus, puis apprendre sur un peu les enfants que le cyberpunk a créé en termes de qu'est-ce qui s'est mis à apparaître dans les genres littéraires attachés à ça, que ce soit dans le post-cyberpunk, que ce soit dans le biopunk, le solarpunk.
l'afrofuturisme, ben, ce jeu-là est là pour vraiment parler de ces ramifications-là, de vous donner des outils narratifs pour les explorer. Et j'attends avec beaucoup d'impatience le troisième volet qui, si je me souviens bien, est The Veil Inheritance et qui, lui, va vraiment explorer plus le biopunk comme genre. Et ça va être bon, Dave. J'ai vraiment hâte de ça. Et puis, puis de toute façon, je vous dirais, c'est le publisher derrière The Veil et Sam Joko Production. Publishing. Je veux pas la préface, je veux votre maison d'édition. Oui, c'est Sam Joko Publishing, SJK Publishing. Ont quelques jeux à leur actif, autant des fois des micro-jeux qui se jouent très rapidement. Ils ont la World in Peril qui va bientôt être aussi décliné en tant que hack de Blades in the Dark sous le nom de City Imperial, qui devrait être, je pense, vraiment intéressant étant donné la dimension super-héros. Fait Écoute, on a pas mal fait le tour, Félix. Yes. Je pense que c'est le temps de dire merci à nos Patreons. Avant de partir, par contre, j'aimerais vous préciser que The Veil, bien qu'étant un petit tirage indépendant, relativement difficile à trouver, est disponible chez Détour Ludique. On a fait les moves nécessaires pour être en mesure d'aller de pouvoir représenter ces auteurs-là. Donc, si ça vous intéresse, vous nous écrivez. Vous venez en boutique, maintenant que c'est plus facile. Et si vous avez besoin de témoignages, des questions, quoi que ce soit, vous pouvez écrire sur le Facebook des Détours Ludiques ou nous écrire par courriel à détourludique@gmail.com.